Et du coup, on passe la main à Thierry, parce qu'il manquait d'agriculteurs, c'est vrai. Ça tombe bien, vous vouliez des agriculteurs, on en a trouvé 3. Ça devient une denrée rare, mais on en a trouvé 3. Alors je vais demander de... Il y a Benjamin qui doit nous rejoindre, c'est ça? Et après, je suis atteint d'une maladie qui fait que je ne retiens pas les prénoms. Faut changer la zapette. Et donc, je peux pas vous dire leurs prénoms parce que... Voilà. Il y a Benjamin, il y a Yannick et il y a Milan. D'accord. Mais est-ce que ça s'est mis à jour? Voilà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry, je suis agriculteur dans le Nord. Là où les agriculteurs travaillent, ils ne sont pas en dessous des oliviers en train de bronzer l'été. Même si j'ai l'impression que c'est un peu tronqué parce que le soleil, on me dit, mais à chaque fois que je viens, il fait froid. Et la seule fois dans les 4 ans de Tour de France qu'on a fait, qu'on a chopé un coup de soleil, c'était à Lille. Non, véridique, hein, je vous l'assure. Donc voilà, je suis agriculteur, je fais de la pomme de terre, de la betterave, des cultures industrielles, mais aussi des cultures... vous pouvez vous asseoir hein, ou rester debout comme vous voulez. Vous avez un micro, c'est bon ? Impeccable. Mais aussi de la production en bio, en légumes de plein champ, donc assez diversifié. Je connais quelques solutions. Et là, le but du jeu, c'est quoi le nom du truc? C'est témoignage d'agri, comment se déploient les différentes solutions dans le quotidien agricole. Donc on a 3 experts. Et j'ai vu que tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de questions. Alors on va commencer par les questions plutôt que de les mettre à la fin. Il y a quelqu'un qui rigole. C'est qui? Bon, alors vous avez une question sûrement, alors. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? C'est pas vous qui rigolez? Bon, tant pis. Alors pose une question quand même à nos agriculteurs. On y répondra un petit peu après, on va voir. Peut-être oui, pour les olives, pour Yannick. Au niveau, on parlait de l'irrigation. Toi, qu'est-ce que vous avez comme déploiement en irrigation, les systèmes, les différents systèmes que vous avez sur vos exploitations? Alors attends, on répondra après. On va cumuler un peu les questions parce qu'on va les faire bosser. Il y a des gens qui veulent devenir agriculteurs ici, BPREA. Ils sont où? Ils se cachent où? Là, ici, je sais qu'il y en a. Vous avez des questions à poser à des agriculteurs qui sont en place? Non, pas de questions. Non, pas de questions. Non. Tout ce que vous avez entendu ce matin, c'est suffisant, non? Il y a pas... Les oliviers, c'était pas mal, d'accord. Ok. Il y a un grand monsieur tout à l'heure, il était debout, il était grand. Vous avez une question à poser à des agriculteurs? Je les connais, mais à la limite, je vais demander, en plus du système du coup d'irrigation, quelles sont les stratégies d'arrosage, comment vous déterminez à quel moment vous devez arroser, et si vous avez des outils d'aide, et si non, pour quelles raisons du coup vous n'avez pas d'outils d'aide, si vous utilisez même la tarière ou d'autres systèmes comme ça. D'accord, est-ce qu'on est avec des OAD hyper techniques ou est-ce qu'on reste simple et conventionnel? Il y a d'autres questions? Ça va pas durer longtemps. Ah bah si, ça va. Je vais vous aider quand même. Merci. Moi, j'avais une question. Comment vous envisagez, justement, on en parlait tout à l'heure, le passage à l'agroécologie et l'agriculture durable? Comment vous l'envisagez? Est-ce que vous êtes là-dedans ou est-ce que c'est foutaise? Voilà. On démarre là-dessus? Ah non, il y a déjà... ça n'arrête plus. Désolé, on va pas pouvoir vous faire répondre, on va prendre que des questions. On parle de stress hydrique. Est-ce qu'il y a d'autres stress au niveau des oliveraies? Et comment vous faites face à ces différents stress, température, entre autres, au niveau de la floraison? Ouais, là c'est orienté, je suis sûr, parce que... Est-ce qu'il y a besoin de biostimulants ou de trucs comme ça dans le genre? Non. Merci. Et peut-être très concrètement, combien ça coûte les différents systèmes d'irrigation pour comparer quelles sont les différentes sources de subventions ou de financement qui sont possibles pour les agriculteurs? L'argent et l'agriculture, indispensable. Voilà. Donc comment on le met en place et puis voilà. Allez, une dernière et puis après on les fait bosser un peu quand même, quoi. Alors, je profite d'avoir les professionnels sur la table, mais c'est aussi une question que j'aurais pu poser à l'autre table ronde. En fait, il y a la nouvelle législation sur l'eau grise et l'usage des eaux grises, en fait, aujourd'hui dans potentiellement l'agriculture. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors là, je sais pas ce que c'est, moi. Donc on verra bien. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Eh bien, donc on a Yannick, Benjamin et Milan. Voilà, Milan, pardon.
Allez, on va démarrer par Olive Green. Présente-nous un petit peu, Yannick, la structure. Et puis, on va avoir la réponse à la première question aussi. Comment vous mettez en place vos systèmes d'irrigation? Allez, vas-y, je te donne la main. Alors Olive Green, aujourd'hui c'est une société qui a été basée essentiellement au départ sur de la prestation de services, donc l'accompagnement sur la culture de l'olivier en haie fruitière. Comment on met en place en fait nos systèmes d'irrigation? On réfléchit à aujourd'hui justement à un apport de technologie sur l'olivier, pas simplement basé que sur le système de goutte à goutte. On utilise bien évidemment en fait tout ce qui va être capteur foliaire, etc., les sondes hydriques. On est en train de travailler également aujourd'hui sur l'implantation de dendromètres sur les oliveraies pour en fait calculer en fait le taux de stress de l'arbre, puisque aujourd'hui l'olivier a besoin de stresser pour produire en fait son sucre pour développer son gras. Donc aujourd'hui, en fait, la culture de l'olivier aujourd'hui, ça devient effectivement une culture d'extrême précision. C'est pas simplement, comme le disait Com tout à l'heure, on ouvre le robinet ce soir et on le ferme demain. Ça fonctionne pas comme ça. Nous, on a été un petit peu plus loin également, en fait, dès le départ avec l'outil végétal. Puisque la question, ça a été de se dire, moi j'ai passé 10 ans au Maghreb dans les oliveraies, on a connu en prémisse malheureusement effectivement le réchauffement climatique et le changement, l'avancée du désert, qui fait qu'aujourd'hui on est sur une toute autre problématique là-bas. Et quand j'ai décidé moi de lancer Olive Green, l'objectif ça a été de dire comment justement on se prémunit de ces problématiques qui vont arriver, qui sont déjà là et qui vont continuer à s'aggraver, et comment on anticipe l'avenir. Donc pour nous, ça a été une évidence de travailler effectivement sur la partie hydrique de l'olivier. Ça fait partie, d'ailleurs aujourd'hui, c'est un des grands axes que l'on a déposé à l'État auprès du ministère, justement sur tout l'accompagnement effectivement à l'olivier sur cette gestion de l'eau. Ça en passe donc effectivement par le système d'irrigation, ça en passe par le photovoltaïque. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, pour moi l'outil photovoltaïque est surtout un outil agronomique assez important justement dans la résilience de l'eau, même si aujourd'hui c'est un sujet qui est très brûlant avec les changements de normes, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit se développer et les technologies évoluent également en ce sens, donc c'est un outil qu'il faut impérativement travailler. Pourquoi? Parce que on a aujourd'hui déjà des territoires ici en France où la question en fait d'implanter de l'olivier se pose déjà. C'est-à-dire, est-ce qu'on y va et surtout sur des territoires, par exemple comme les Pyrénées-Orientales ou comme chez nous le sud de l'Aude, où on n'a plus d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des territoires qui sont dépourvus complètement d'eau, où par exemple du vignoble s'arrange aujourd'hui à grande échelle, avec une problématique pour l'agriculteur, c'est qu'est-ce que je remets derrière en fait cette viticulture, sachant que j'ai pas en fait l'accès à l'eau. Donc, bien évidemment que tous ces outils techniques aujourd'hui font partie du projet. Tout comme aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, Timac parlait des engrais, mais on peut parler également des biochars. Aujourd'hui, ce sont des produits techniques qui sont importants, puisqu'aujourd'hui, pour nous, ce sont aussi des hydro-rétenseurs naturels. Donc, on est obligé aujourd'hui de repenser l'agriculture avec toute cette technologie. L'agriculture des années 80, elle est finie. Elle va aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que la monoculture, c'est fini. Il faut penser aujourd'hui à une nouvelle agriculture, à rediversifier. Nous, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, de rediversifier en fait des exploitations. Mais aujourd'hui, sans ces outils-là, je ne vois pas comment demain, pas aujourd'hui, mais demain, on arrivera effectivement à maintenir une agriculture durable et surtout en fait avec un respect de l'environnement. L'environnement est quelque chose d'important pour tout le monde là aujourd'hui, surtout l'eau. Et je vais rebondir effectivement sur les eaux grises. Nous, dans le projet Olive Green, aujourd'hui sur l'implantation des futurs moulins, il faut savoir en fait qu'on extrait à peu près 50% de volume d'eau végétale qui représente effectivement ces fameuses eaux grises. Donc aujourd'hui, on a pris la décision effectivement de travailler en fait sur cette restructuration des eaux grises, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va produire quand même de très très gros volumes d'eau d'extraction.
Et ça va passer effectivement par deux phases. Une première phase qui va être l'utilisation en fait d'outils techniques qui vont permettre en fait de retraiter ces eaux grises, puisqu'on est en train de lancer les premières productions de plants franco-français pour le groupe. Donc on envisage de mettre des pépinières photovoltaïques juste à côté en fait des moulins pour justement réutiliser cette eau et la rediriger vers l'arrosage en fait des plants. Donc ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, aujourd'hui, il y a d'autres projets connexes dans certains territoires, par exemple sur l'hydrogène demain, qui permettent effectivement de retraiter cette eau et de ne pas la laisser partir au caniveau, tout simplement. Donc voilà, donc on travaille sur tout ça, on travaille sur le déchet de l'olive. Aujourd'hui, on essaye d'optimiser en fait le maximum en fait du revenu de l'olive. Donc on a signé un partenariat avec le groupe Total au Salon de l'Agriculture sur effectivement la revalorisation du grignon de l'olive. Pourquoi ? Parce que ça part en méthanisation, mais pas que. Donc aujourd'hui, voilà, faire de l'olive aujourd'hui, c'est pas faire que de l'huile d'olive. C'est aussi réfléchir en fait effectivement à toute cette opportunité green que l'on peut aujourd'hui apporter grâce à ce végétal et comment l'optimiser et surtout comment en fait essayer d'apporter des solutions techniques propres à la planète, parce qu'aujourd'hui on parle de planète, et éviter en fait de reproduire les erreurs qui ont été faites par nos prédécesseurs dans certains pays. Aujourd'hui, on travaille sur des protocoles internationaux. On va signer un protocole à la fin du mois, justement, entre la France et le Maroc et entre nous et l'interprofession oléicole marocaine, justement parce qu'aujourd'hui, on va partir sur des échanges de données techniques où eux ont bien évidemment encore plus avancé que nous sur les données techniques sur la partie hydrique. Et à contrario, nous, on va venir leur apporter en fait de la technologie sur la mécanisation au verger, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous, on est vraiment, on pilote le végétal, comme n'importe quelle exploitation va le piloter, mais avec en amont vraiment une conscience de comment travailler en fait le végétal en respectant l'environnement. Voilà. Bon, ça, c'est aujourd'hui notre... On va essayer de voir un peu pratiquement, et là je vais demander à Benjamin de reprendre la main. Pratiquement, alors si toutefois quand on est responsable dans une école, on a une activité réellement économique ou pas, je sais pas, quand on est responsable d'une ferme d'école, c'est un sujet ou c'est simplement pour occuper les élèves ? Non, c'est un sujet. En fait, il faut se dire que sur l'exploitation d'un lycée agricole, oui, il y a la pédagogie. On a un support, on accueille les élèves, on présente ce qu'on fait. L'idée, c'est de s'en servir. Ça reste quand même notre objectif. Mais dans nos missions, et c'est inscrit dans le code rural, on est un atelier de production. Vous devez avoir une rentabilité économique sur la structure. Économiquement viable, exactement. Donc ça reste un sujet. Après, on essaye d'y arriver. On est soumis, même si on est dans un lycée agricole, on est soumis à la conjecture du monde agricole sur les cultures qu'on peut avoir, les aléas climatiques. On est grosso modo à la même enseigne. Voilà, donc on a quand même ces objectifs-là à atteindre. Donc nous, sur l'exploitation, on est en viti-arbo, on est assez diversifié. En vigne, on fait du raisin de table, de la vigne de cuve, on a de la vigne mère de Porte-Greffe. Pour complexifier un peu sur la cuve et la table, on en a une partie qui est en vigne à greffon aussi, donc sur lesquelles on va récolter les bois. Et sur la partie arbo, on a des pommiers et des cerisiers. Donc en irrigation, on a pas mal de choses au milieu de tout ça. Quasiment toutes les surfaces sont irriguées ? Exactement, oui. Aujourd'hui, quasiment tout est irrigué. On a beaucoup de production fruitière, parce que le raisin de table, on reste sur une logique de production de fruits, donc on a besoin d'un peu plus d'eau qu'en vigne de cuve. Et en vigne de cuve, selon les parcelles, il y a une parcelle justement actuellement qui n'est pas irriguée, qui est la parcelle juste à côté du lycée. Ok. Voilà. Est-ce que techniquement, tu peux nous expliquer dans une des parcelles, sur un des produits, comment ça se met en place? C'est quoi? C'est du goutte à goutte, c'est l'aspersion, c'est du canon, où vous allez chercher l'eau, comment, quel est le coût aussi, quelque part par rapport à ça, et le retour, quoi. Alors, ça va être compliqué à dire parce que du coup on a plein de systèmes d'irrigation différents. Dans les vignes mères de Porte-Greffe, on va avoir du goutte à goutte avec des gaines jetables par exemple. Sur la partie cuve qui est irriguée ou les raisins de table, on va avoir du goutte à goutte. Dans les pommiers, on sera plutôt en aspersion. Comment vous déterminez le choix de chacun des systèmes sur les différentes cultures? C'est pour des essais ou c'est parce que ça fonctionne mieux?
et c'est prouvé, on le sait. Non, mais ça va être par rapport aux besoins en eau de la culture. Sur la vigne, on va être grosso modo moindre qu'en arbo. Sur le raisin de table, on va être, allez, pour une fourchette, on va essayer de viser entre 100 et 200 mm à l'année. Je pense 2 fois moins dans la cuve. Et puis en arbo, peut-être 2 fois plus. Tu auras un meilleur de grandeur, mais voilà, en arbo 2 fois plus. Donc c'est plus par rapport à ça. Après, pour le pilotage en lui-même, on a des sondes, on a essayé de s'équiper progressivement de sondes capacitives. Et on a aussi des sondes tensiométriques et on s'en sert pour piloter. Donc aujourd'hui, on a une sonde capacitive dans les raisins de table. Alors, vous allez voir, c'est pas énorme parce qu'on mesure à un point une zone, mais vu le coût des sondes, c'est déjà voilà, un bon début. On a une sonde dans les pommiers, on a plusieurs sondes dans les cerisiers et on a plusieurs sondes aussi dans les vignes mères de Porte-Greffe. Et est-ce que vous utilisez aussi non seulement des sondes, mais des systèmes comme Irelis qui ne nécessitent pas forcément de sondes à la base, mais qui se basent sur les capacités du sol et j'allais dire le climat? Est-ce que vous avez des systèmes mixtes ou bien la sonde, ça reste pour vous quand même le critère, enfin le moyen le plus technique Non, nous, par rapport à notre utilisation, nos contraintes et ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être la sonde et l'observation du végétal. Quand même, alors il y a des techniques plus ou moins poussées, on va regarder dans les pommiers, en vigne on peut avoir les mesures d'Apex qui peuvent donner aussi une idée de la croissance, parce que comme je disais, vu qu'on n'a qu'une sonde, si pour X raison la sonde elle détecte qu'il y a une bonne humidité mais qu'on voit que le feuillage ou que la vigne n'est plus en croissance, que c'est assez catastrophique, on va quand même essayer de pondérer ce que peut nous donner la sonde, quoi. Donc l'idée c'est de fonctionner avec ces deux-là. Donc aujourd'hui, voilà, ça fonctionne comme ça. On fait nos programmes d'irrigation un peu en début de saison pour équilibrer un peu le système, mais voilà, il y a aussi quand même un peu je vais dire à vue de nez, qui est justement, il y a pas mal de progrès à faire là-dessus, mais voilà, en fonction du climat, l'expérience qu'on peut avoir, le cas de chaque parcelle aussi, on va avoir des parcelles qui vont se ressuyer beaucoup plus vite que d'autres. Voilà, on essaye d'intégrer un peu tout ça. Et est-ce que, alors ça fait pas très longtemps que tu es sur l'exploitation, mais tu avais déjà fait des expés un peu à la suite, est-ce que tu apprends au fur et à mesure et au bout d'un moment tu te dis, bon la sonde ça m'a été un outil, mais je peux quasiment m'en passer parce que j'ai suffisamment la connaissance pour arriver à maîtriser les choses, ou est-ce que ça reste toujours un outil qui va t'accompagner? Non, je pense que ça reste un outil qui va nous accompagner. Voilà, ça permet de mesurer quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Quand la sonde elle va mesurer dans les vignes, il y a des sondes capacitives qui descendent à 90. Moi, j'ai pas forcément la vision à 90. On peut supposer de comment ça se passe, mais ça permet quand même de s'appuyer. Et des fois, pour aider à prendre une décision, voilà, ça va pouvoir nous conforter ou pas. Donc non, je pense qu'on va quand même. L'idée, c'est toujours de s'en servir, voilà, de se conforter dans la décision qu'on va pouvoir prendre. C'est pas uniquement se rassurer, c'est aussi avoir un élément technique qui permet de se baser sur quelque chose qui n'est pas le doigt mouillé et puis oui, on regarde dans les airs, quoi. Néanmoins, voilà, avec le problème que si on voulait vraiment être précis, il faudrait plus de sondes. Il faudrait plus de sondes parce que la sonde, il faut qu'elle soit bien positionnée par rapport au goûteur. Va y avoir potentiellement plusieurs points par parcelle. Et puis il faudrait pour chaque parcelle quasiment, parce que chaque parcelle est un peu unique, va avoir son exposition qui est différente, va avoir son sol qui est différent. On a des parcelles avec 3 sols différents, donc il faudrait 3 sondes pour chacune partie de la parcelle, une dizaine de sondes sur la parcelle en question qui ferait 1 hectare. On va en avoir pour 10 sondes, t'as combien aujourd'hui? Si elles sont connectées ou pas. Et voilà, tu as 3 000 € la sonde, comptons à 90. 800 € la sonde connectée. 800 € la sonde connecteur tax, donc c'est 1800, pardon. Donc c'est 1800, pas. Voilà. Donc le coût, quelque part, ça a aussi un élément. Alors après. Je sais pas vous, mais moi, les sondes, le problème, c'est que je les laisse dans mes patates, je les oublie, la tête est broyée, et donc ça disparaît. Vous avez peut-être la chance de ne pas détruire toutes vos sondes au fur et à mesure de la culture, vu que c'est des cultures pérennes, mais ça a un coût quand même. Bon, on voit que le coût limite quand même cet accès de temps en temps, il faut savoir raisonner. Alors, je vois que Milan, tu veux prendre la main, vas-y. Alors par rapport au coût, nous ça a beaucoup été un problème, notamment pour les expés. On travaille notamment avec le CRIAM pour tout ce qui est irrigation. Et il y a une envie pour la facilitation de la récupération des données d'avoir des stations connectées. Ça coûte cher. Aujourd'hui, je pense que la majorité des producteurs avec qui on travaille doivent plutôt être sur des sondes tensiométriques et voire peut-être même pas connectées. C'est-à-dire qu'ils vont avec leur boîtier récupérer la valeur tensiométrique. C'est aussi efficace, c'est la même technologie, sauf qu'il faut aller se déplacer en parcelle pour savoir les résultats. Entre capacitive tensiométrique, la seule différence, c'est la façon dont la mesure est faite. Derrière, comment on s'en sert,
Globalement, c'est un peu la même chose. Enfin, le producteur, s'il sait se servir de l'un, il arrivera à comprendre comment fonctionne l'autre. Est-ce qu'il y a aussi une nécessité, alors je le sais par expérience, d'appréhension, d'apprentissage de ces données-là, parce qu'en fonction d'un sol, on n'a pas les mêmes résultats sur un autre, ou de la culture, quoi. Il y a toujours une notion d'apprentissage, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Que ce soit par les techniciens, par les producteurs, la lecture d'une courbe tensiométrique ou capacitive, c'est globalement maîtrisé. En revanche, le nouveau système qui vient d'arriver, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est type Pépista, dendromètre. Ça, c'est très peu utilisé aujourd'hui par les producteurs, mais ça commence à se démocratiser. Il y a une notion de coût qui fait que c'est important. Et c'est aussi, comme vous l'avez dit, une nouvelle notion à apprendre. Donc la courbe dendromètre, elle va enregistrer les fluctuations de diamètre de tronc ou de branche pour déterminer si la plante est en train d'avoir de l'assimilation ou non. D'accord. Et parce qu'il y a une grosse différence entre est-ce que j'ai de l'eau dans mon sol et est-ce que ma plante est en train de ponctionner ou pas de l'eau. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple de notre nouveau chef d'exploitation qu'on a à la station de la Plugère, il a travaillé pendant des années dans une grosse entreprise agricole qui était en arbo et qui travaillait au dendro. Bien avant les autres, et je pense que ça doit être l'un des rares producteurs à s'être formé à ça. Et il avait une bien meilleure gestion de son irrigation. Et si on doit parler chiffres, on peut prendre les exemples qui ont été faits à la CEFRA par Baptiste Labéry, où il y a 30% de réduction d'irrigation si on fait du pilotage vraiment en fonction. C'est-à-dire qu'on cherche à pousser la restriction de l'irrigation, on peut aller jusqu'à 30%, juste avec un outil. Il coûte un peu cher. À ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, les sondes coûtent un peu cher. Ça dépend si elles sont connectées, si elles ne sont pas connectées. Il y a le système d'AgroSup, donc qui s'appelle AgroTIC, qui vient un peu d'émerger de façon publique, qui propose de fabriquer des sondes eux-mêmes pour les producteurs. Des sondes capacitives, donc même pas des sondes tensiométriques. Donc des sondes capacitives qui pourraient être faites par les producteurs. Et j'avais calculé un peu pour le mettre en place sur des essais, je crois qu'on est à 50 € la sonde capacitive. D'accord, donc ça réduit le coût, ça oblige peut-être à s'engager un petit peu, mettre du temps. Il faut la monter soi-même. Ouais. Il y a aussi une notion, c'est des composants qui sont achetés sur Amazon, sur les sites type Cdiscount, etc. Donc il y a une part d'incertitude dans la qualité du matériel qu'on achète. Mais de ce que j'ai entendu... Parce que tous les matériels OAD qui existent sur le marché sont très précis et nickel, quoi. Aujourd'hui, ils sont tous précis, on s'en sert, ils marchent super bien. Maintenant, s'il y a un producteur notamment qui a un problème dans l'investissement, par exemple, qui peut se payer des boîtiers de connexion pour piloter son irrigation et avoir la certitude que ça s'est déclenché, etc., mais qui n'a pas les moyens de mettre de l'argent dans une sonde hyper compétitive et productrice d'informations, c'est une opportunité pour pouvoir faire un juste milieu pour le producteur. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de comprendre comment ça fonctionne et puis de mieux réfléchir en disant tiens, au moins je sais comment ça marche. Ça peut être un moyen un peu ludique de comprendre un peu mieux comment fonctionne le capteur. Mais ça, je le verrai plus dans le côté secondaire, en tout cas pour un producteur. Parce un producteur, on lui explique comment fonctionne une sonde capacitive. En 5 minutes, il a compris. Ok. Alors on parle d'eau, on parle d'alimentation de la plante, mais on parle aussi de fertilité, d'éléments fertilisants. Est-ce que vous pratiquez aussi la fertilisation ? Alors, quel est l'intérêt et pour quelle déjà production vous trouvez que c'est le plus adapté ou en tout cas le plus rentable à la base ? Parce que c'est toujours un élément, la rentabilité au départ. Alors ça tombe bien parce qu'en fait, du coup, moi je suis pas producteur, je suis expérimentateur et je travaille notamment sur la biologie du sol, la nutrition des plantes, l'agrivoltaïsme et un peu d'autres trucs qui sont en parallèle autour de tout ça. Et quand on parle de nutrition, la fertirrigation revient systématiquement, que ce soit par les conseillers qui veulent avoir des informations ou par les producteurs qui veulent savoir si oui ou non ils peuvent le mettre en place sur leur terrain. Aujourd'hui, on a testé que des engrais, enfin en tout cas pour ma part à la station, on a testé que des engrais de synthèse. Et de mémoire, il n'y a pas sur le marché aujourd'hui des engrais 100% solubles qu'on peut mettre dans un système de fertirigation en engrais. Je ne parle pas en biostimulant, en engrais. Donc ça, c'est aussi, à mon sens, quelque chose qu'il faut maintenir dans l'esprit quand on fait ce choix. Mais toutefois, c'est possible. Et est-ce que techniquement on remarque que lorsqu'on utilise ces produits-là, on a une meilleure efficience que si on n'est pas en plein comme on en a l'habitude, quoi ? C'est complètement prouvé, c'est complètement logique en fait. Un végétal, il va jamais ponctionner tout son nutriment à un moment donné. Donc il a plus à apporter dans le temps et de façon
précise, plus c'est intéressant pour le végétal. L'idéal serait même de refractionner sa fertirrigation en connaissant les débuts de période de ponction et les périodes de fin de ponction pour éviter tout ce qui est lessivage quand on parle d'azote. Pour les aspects biostimulants, ça va toujours être plus différent, ça va vraiment dépendre de quel type de biostimulant on veut mettre. Et aujourd'hui, les essais en fertirrigation à base de biostimulants, pour ma part à la station, on n'en a jamais fait. On n'a pas nous en tout cas, on n'a pas d'informations sur, ok, est-ce qu'un producteur demain veut faire de la fertirigation, s'il connaît cette pratique, et il y en a beaucoup qui la maîtrisent, est-ce que le fait de passer sur une fertirigation de biostimulants, est-ce que ça va avoir un intérêt en plus ou pas? Personnellement, je n'ai pas forcément l'information. D'accord, ça c'est encore des choses qui demandent. Après, on parle de biostimulant, c'est vrai que ça arrive de plus en plus, mais en tant qu'agriculteur, quand est-ce, comment, pourquoi, où et quoi qu'est-ce, on a des solutions chimiques qui disparaissent, par contre les solutions qui doivent les remplacer, en tout cas on ne les maîtrise pas si elles existent, ou on les maîtrise mal. On maîtrise mal la technologie, on maîtrise mal le positionnement, l'impact que ça va avoir. Aujourd'hui, la plupart des essais que j'ai pu voir en biostimulant se font en viticulture, pour deux raisons. Les sols viticoles sont des sols qui sont relativement appauvris parce que c'est un choix de les positionner sur des sols qui sont parfois moins adéquats, de la production de biomasse importante. Et le deuxième aspect, c'est la valorisation du produit. Quand on vend plus cher un litre de vin qu'un kilo de légumes. Tester quelque chose. Et surtout, si on n'a pas de solution, on perd tellement par un manque de production qui se valorise cher qu'on va être prêt à pouvoir mettre un plus gros billet pour sauver sa production. C'est là où c'est intéressant aussi, où quelque part le fait de partir sur des productions qui sont plus rémunératrices permettent de mettre en route aussi et de comprendre le fonctionnement et l'usage de ces produits-là. Alors après, est-ce que c'est mettre en route des productions qui sont plus rémunératrices ou bien trouver un moyen d'avoir une valorisation du produit à prix de production honnête? Ça, c'est encore autre chose. Ouais, là, c'est un autre débat. On ne parlera pas de ce que nous a annoncé un certain Américain il n'y a pas longtemps et comment ça va nous pourrir la vie prochainement. Voilà, on n'en sait rien. À mon sens, il faut avoir des méthodes, parce qu'on parlait de rentabilité par rapport à des méthodes qu'on utilise. Aujourd'hui, les méthodes visent à augmenter la production ou augmenter la qualité du produit fini. Mais si on ne l'intègre pas dans une filière qui a une valorisation du prix par rapport aux pratiques faites, on n'aura pas un virage encouragé pour les producteurs. Voilà. Ok, on a parlé d'eau, de fertilisants, on a moins parlé d'agrivoltaïsme, de protection quelque part là-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant déjà dans les pratiques que vous avez pu voir, constater, tester apporte quelque chose dans une production donnée ou dans une typologie de production? Ça tombe bien parce que cet après-midi on va voir le site ici. Donc on arrête d'en parler, on viendra cet après-midi. Voilà. Non, c'est ce que je voulais dire, mais donc ça nous permettra un peu de voir sur le terrain à quoi ça ressemble et ce que ça peut avoir comme emprise d'ombrage sur le végétal. Donc pareil, une fois encore, je vais parler que ce que j'ai testé à la station. Donc on travaille nous sur un site qui est le plus ancien, qui date de 2019 en implantation de panneaux sur de la Golden Delicious, qui avait été un essai mis en place par Sonagri et l'INRA, où l'objectif c'était de voir, voilà, quand on met de l'ombrage, qu'est-ce qui se passe, jusqu'où on est capable d'aller sans pénaliser la culture ou en pénalisant la culture, mais on observe. Et alors on a une chute de rendement drastique et proportionnelle à peu près au ton d'ombrage qu'on va appliquer. D'accord. C'est pour ça que derrière, l'objectif, ça c'était de le... Voilà, on le sait. Maintenant, l'objectif, c'est de voir, OK, quand on le pilote, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on améliore? Est-ce que ça ne change pas grand-chose? Voilà. Donc là, c'est encore en cours de travaux. Je ne peux pas forcément vous donner d'énormes résultats parce que ça se développe et j'attends d'avoir de la validation sur plusieurs années. Mais on arrive à limiter les pertes de rendement à une vingtaine de %. D'accord, et ça c'est en modifiant un peu ces pratiques ou en adaptant la structure? Nous, on reste sur une pratique qui n'est pas modifiée. Dans le sens où notre objectif, c'est de mesurer le panneau, quand on met de l'ombrage, qu'est-ce qui se passe sur la culture. Donc, on ne va pas modifier nos pratiques en dessous, on veut comparer à un système de culture identique, qu'est-ce qui se passe. En revanche, il y a l'irrigation qui se modifie. Ça, c'est obligé parce que l'objectif, c'était de se dire, OK, je veux que mes 2 parcelles soient en confort. Mais forcément, comme il y a moins d'évapotranspiration, il y a plus d'eau stockée dans le sol, qui reste au niveau du sol, et bien forcément, on a moins besoin d'irriguer. Donc ça, à l'échelle de la saison, on est grosso modo sur une
25%, 30%. Cette année, ce qu'on a observé, c'est que sur une période précise de forte chaleur, on a réussi à diminuer de 60%. Mais à l'échelle de la parcelle et à l'échelle de l'année, on est sur une trentaine de pourcents d'économie d'eau. En revanche, économiser de l'eau ne doit pas être au détriment de la culture. Ouais, ça reste, il faut la limiter, j'allais dire, et pas atteindre le seuil où on va baisser le rendement ou le résultat, parce que sinon on n'est plus viable, quoi. Mais de même parce que, donc là nous les 2 parcelles sont en plein confort, mais il ne faut pas que pour économiser de l'eau, on réduise la culture. Le potentiel de la culture, même si on a un confort. C'est-à-dire que j'aurais mis plus d'eau sur la partie témoin, j'aurais pas eu plus de, la partie panneau, j'aurais pas eu plus de production. Je serais resté sur un niveau de production identique puisque c'était pas mon facteur limitant. Sauf si on a une filière qui s'incorpore dans cette logique-là de perte de production et diminution de l'irrigation. Dans ce cas-là, il faut avoir un label, mais à marché identique, c'est pas possible. Une compensation économique à côté parce qu'on fait un effort agronomique, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a 2 autres sites qui sont, donc pas avec Sonagri cette fois, mais avec Ombrea qui a été racheté par Total. Et on observe... Les résultats sont les mêmes ? Donc on est sur de la prune et de la poire. Là où à la Pugère, on est sur de la pomme. On observe que les tendances sont globalement identiques, sauf sur un des sites, on a un site qui a l'air de répondre un peu de façon intéressante cette année, où c'est des panneaux qui ne sont pas sur le rang, mais en transversal. Donc on a une ombrage diffus qui est un peu plus dispersée dans la parcelle, et surtout au niveau de l'interrang. Mais par contre, en contrepartie, on a moins de protection aux aléas climatiques, etc. Donc c'est pareil, c'est des choix à faire en fonction de la typologie de la parcelle. C'est l'expé qui va permettre de définir aussi si dans tel ou tel cas, on sera plus adapté, quoi. Exactement. Je pense, après je suis expérimentateur, donc c'est normal que je pense ça, mais je pense en tout cas que beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont proposées, notamment en agri-PV, n'ont pas été suffisamment éprouvées pour que je dise à un des producteurs qui vient me poser des questions, oui, vas-y, c'est une bonne chose. Non. D'accord. Je préfère qu'on mette un peu plus de temps, mais qu'on ait une rentabilité pour le producteur qui soit correcte, qu'on n'aille pas mettre des pieux de 5 mètres de profondeur dans une parcelle qui, derrière, pourrait être arrachée, puisqu'aujourd'hui, il y a une obligation de démontage. Donc voilà, il y a toujours une perturbation qui est sur la parcelle. Pour des vergers qui vont rester 30 ans, si au bout de 10 ans, on doit arracher la parcelle, enfin pas la parcelle, mais les panneaux, et qu'on perturbe tout le système du sol, et en plus de l'hydrologie, parce qu'ils arrivent avec des machines de BTP, donc il faut vraiment le prévoir. C'est d'accord, mon système a été éprouvé, il fonctionne, et j'ai tel avantage. Ok, donc c'est en cours, et en tout cas ça permet aussi de faire avancer le sujet et de découvrir un peu les... C'est un sujet hyper important à travailler, ça c'est sûr. Ok. Il y avait une question sur la partie économique. Aide, financement, alors on va peut-être retomber sur les sondes ou sur des sujets comme ça, mais comment est-ce que vous avez bénéficié dans un cadre agricole d'aide ou d'accompagnement? Qu'est-ce qui existe là-dessus pour dire tiens, ça me permet de financer pourquoi une partie de cet investissement. De ce coup, est-ce que vous connaissez ces financements-là? Nous, à la station, comme on a un statut particulier, on ne peut pas demander d'aide comme un agriculteur standard. On est obligé de répondre à d'autres types d'appels à projets. Par contre, il me semble, tu me diras si je me trompe, mais les producteurs peuvent répondre à des propositions de subventions qui sont faites par France Agrimaire, où le producteur peut demander une subvention à hauteur de 60%, il me semble, ou 40%, je ne sais plus, c'est un des deux, de l'achat du coût du matériel, pour des matériels qui sont dans une liste établie par France Agrimaire. En fonction d'appels à projets, oui, qui sont censés être des matériels éprouvés. Et ça dépend de votre région, du moment, de la période? Il me semble que c'est national. C'est des appels à projets nationaux et auxquels n'importe quel agriculteur peut y répondre. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres infos sur ce côté-là? Oui, effectivement, sur les aides apportées sur ces différents outils techniques, c'est effectivement France Agrimaire et donc le FEDER qui sont les acteurs en fait de ces enveloppes. Donc tout dépend effectivement des enveloppes économiques européennes. Mais aujourd'hui, effectivement, un agriculteur qui s'installe, par exemple, nous, sur de l'arbo, sur de l'olive, peut prétendre effectivement à certaines aides. Aujourd'hui, nous, par exemple, sur l'olive, par contre, dans le modèle économique que nous, on propose à nos agris, justement l'avantage de pouvoir optimiser en fait l'outil végétal et son revenu connexe,
Nous, on est parti en fait sur un modèle, ce qu'on appelle un modèle économique brut, sec. C'est-à-dire qu'on a inclus en fait dans le modèle économique aucune aide et aucune subvention, de façon effectivement à... C'est un bonus pour l'agriculteur si jamais il arrive à obtenir ça, parce que ça peut pas être un sine qua non. Si on n'est pas capable de faire le projet sans ça, c'est difficile. Par contre, ça peut donner un bon coup de pouce pour pouvoir le faire, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, là aussi, il y a une réalité qui est en train d'arriver. Hein. Ça commence un petit peu à tourner sur encore la réduction de la PAC, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi partir du principe que ces aides-là vont disparaître inévitablement ou vraiment se réduire fortement. Et qu'aujourd'hui, en fait, l'objectif est plutôt d'optimiser en fait ce qui est optimisable en fait autour du végétal, justement pour pouvoir travailler sans avoir dans la tête systématiquement en fait d'avoir ce système d'aide automatique. Donc pour les futurs agriculteurs, ne comptez pas dessus, mais si vous pouvez allez les chercher quand même, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a préféré partir vraiment du revenu du végétal, donc de l'huile et des connexes. Là, on est en train de commencer à travailler. Oh. On est en panne de micro, c'est possible ? Ouais, donc on a commencé à travailler effectivement, par exemple, avec l'INRA, la problématique du carbone. Hein. Il y a tout un tas d'éléments que l'on peut travailler, mais on est parti du principe qu'aujourd'hui, autant partir en fait sur un schéma où on n'intègre pas d'aide et de subvention dès le départ. Bien évidemment, c'est du plus si on arrive à en obtenir. Tout comme effectivement les solutions photovoltaïques, tous ces éléments-là aujourd'hui qui viennent être un plus à l'exploitant. Mais au moins en fait l'agriculteur part sur une base où il sait où il va dès le départ. Ça permet effectivement après de sursécuriser bien évidemment, mais ne pas compter en fait sur une aide qui finalement pourrait ou ne pas arriver ou arriver trop tard. Ou arriver avec effectivement des dégradations. Hein. Je parle, c'est un sujet qui a été extrêmement lourd cette année, la coriandre, hein, où l'enveloppe a fondu comme peau de chagrin et où les gars se sont retrouvés dans des situations très compliquées. Donc nous, on est parti vraiment à l'inverse et effectivement à utiliser effectivement les aides, oui, mais plutôt effectivement en bonus par rapport effectivement au revenu réel de l'exploitation. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il est sur mon bureau, tu le vois? Tu vois ou pas? Des clés? Non, ouais. Une clé avec un porte-clés blanc. Eh ben, il peut y en avoir. On peut prendre l'exemple du poirier qui est assez sensible à un symptôme qu'on appelle le folletage, qu'on essaie de travailler aujourd'hui à la station, notamment avec des biostimulants qui peuvent permettre de limiter un peu les fermetures stomatiques. Donc en fait, ça va être quelque chose qui va arriver en période d'orage. Globalement, c'est exacerbé sur des sols très filtrants, encore plus quand ils sont en goutte à goutte. C'est pour ça qu'il faut bien adapter le système d'irrigation. Faut bien adapter le système d'irrigation à son sol et surtout à la biologie qui peut s'y trouver. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un énorme coup de chaud qui va arriver, ensuite une pluie qui va faire qu'il va y avoir une surirrigation et en même temps une ETP tellement forte que le végétal va se bloquer. Donc il va y avoir trop d'eau, trop d'ETP, mais pas d'assimilation au niveau des racines. Ce qui fait que la défoliation du végétal va se passer. Quand je vous dis que ça va se passer, c'est que j'ai vu une parcelle 100% touchée en début septembre, quoi. Tous les arbres sont touchés. Il n'y a pas un seul arbre qui n'a pas de symptômes. Donc ça, c'est des excès d'eau qu'on ne peut pas prévoir, mais qui vont arriver de plus en plus. Et c'est surtout la notion d'à-coup qui va enclencher ces problèmes hydriques. Sur l'excès d'eau standard, on peut l'avoir notamment quand on va parler... alors, en irrigation, en général, l'agriculteur, il arrive à le prévoir, on va dire, et il sait que s'il y a une forte pluie, il ne va pas irriguer, et ainsi de suite, quand il le peut. Par contre, on peut voir beaucoup cet aspect-là dans la lutte anti-gel en arbo. On va avoir 4 nuits de gel à 35 mètres cubes hectares. Si on veut faire les 4 nuits en antigel, surtout sur des fruitiers assez sensibles comme le prunier, on peut se retrouver avec des arbres qui vont mourir assez facilement. Voilà. Comment le gérer aujourd'hui? Il n'y a pas de solution technique particulière, si ce n'est la gestion de l'irrigation en fonction de l'agri-météo.
qui nous est donné et en fonction de ce que nous donnent nos sondes. Bien sûr, en ajoutant la connaissance du terrain, c'est-à-dire est-ce que mon sol est filtrant, est-ce qu'il a une couche d'argile, ça arrive très souvent. Un sol filtrant en surface, couche d'argile en profondeur, on noie toutes les racines profondes. J'ai une parcelle qui est comme ça, c'est un enfer à gérer. C'est d'ailleurs sur cette parcelle qu'on a mis la technologie de Padula, parce qu'on avait des gros problèmes pour comprendre en fait ce qui se passait. Moi, je voyais mon sol s'infiltrer, je rajoutais de l'eau. Comme les symptômes entre stress hydrique, manque et surplus sont identiques, je n'arrivais pas à savoir d'où provenait mon problème. Jusqu'à ce qu'on mette un coup de bêche réellement profonde et qu'on installe un système qui nous permet de un peu plus piloter précisément notre apport. De temps en temps, il faut revenir à la bêche, quoi. Ouais. Enfin, il n'y a rien de mieux que comprendre son sol, comprendre son végétal, quoi. Il faut peut-être démarrer par ça avant de mettre une sonde, peut-être. Certainement, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui il y a même des capteurs qui sont en train je dois les tester dans un projet qu'on a sur l'irrigation où ils vont scanner le sol pour essayer de vous guider sur ok, cette zone-là est plus représentative de la parcelle. Si vous mettez votre sonde à cet endroit-là, vous avez une veine de sable, ça ne va pas du tout être représentatif. Je ne sais pas ce que ça vaut encore, ça existe. Ça a but d'être testé. Mais si on ne l'a pas, on prend une bêche et puis on va un peu plus profondément et puis on va une bêche. Mais même ça, si on a une parcelle de 1 hectare, ne serait-ce qu'un hectare, et encore c'est pas forcément des parcelles colossales, il faut mettre au moins 4, 5, 6 coups de bêche pour avoir une idée représentative de comment fonctionne la parcelle. Et sans parler des horizons profonds, parce que quand on est en arbre, on va au-dessous. Une bêche, arriver à plus d'1 mètre avec une bêche... Bon, là, on va passer à la mini-pelle, quoi. Voilà. Mais faire un profil n'est pas idiot non plus, voilà. quoi. Un profil racinaire, par contre, ça, c'est très intéressant au début de plantation. Donc, futur agricultrice, agriculteur, achetez une bêche avant de commencer quoi que ce soit. Et c'est pas idiot du tout. Non. Il nous reste 3 secondes pour les questions. 1, 2, 3, non. Est-ce qu'il reste une question? Ça sera la dernière. Vous avez tous faim, c'est l'heure de l'apéro. Hop. Et après, on veut aller visiter tout simplement la suite. Donc, je laisse la main à Mélanie. Merci. Vous pouvez applaudir. C'est ce que je me disais.